Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le premier ministre et député de l'Assomption, François Legault, annonce sa démission. Analyse avec Mathieu Bélanger. Retour sur le plus récent budget de la ville de Terrebonne. Et on discute du CES de Las Vegas avec notre journaliste Naila Hood. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Une très grosse nouvelle politique est tombée mercredi alors que le premier ministre et député de l'Assomption, François Legault, a annoncé sa démission après plus de 25 ans d'implication politique et près de 8 ans à la tête du Québec. Pour mieux comprendre cette démission et parler de l'impact de celle-ci, j'ai pu m'entretenir avec notre chroniqueur politique, Mathieu Bélanger. Voici son analyse. Une grosse nouvelle aujourd'hui avec l'annonce de la démission de François Legault comme premier ministre, comme député, comme chef de parti. C'est une annonce de démission, pas une démission elle-même, c'est-à-dire que pour l'instant, il va rester en fonction le temps que la prochaine personne qui va lui succéder à la tête du parti soit trouvée. Donc pour l'instant, rien ne change, mais tout change justement parce qu'à partir de maintenant, il n'a plus cette stature-là de chef de parti politique et de premier ministre, là encore la fonction, mais pas la stature. Et dorénavant, aujourd'hui, c'est un peu sa journée, c'est comme ça souvent qu'on fonctionne en politique. On lui accorde à lui, on ressasse ses bons coups. Certains adversaires vont ressortir certains de ses moins bons coups. Mais dès demain, dans les prochains jours, des individus vont commencer à dire ben moi, j'aimerais ça lui succéder à la tête de la coalition Avenir Québec. Ça fait longtemps maintenant, ça fait plus d'un an que la CAQ est dans les bas-fonds ou à peu près dans les intentions de vote. Et François Legault et la CAQ ont tenté différentes choses pour remonter dans les sondages. Le remaniement ministériel, par exemple, un discours inaugural. On a tenté de casser du sucre sur le dos des médecins, des syndicats, de revibrer la corde nationaliste avec un projet de constitution québécoise. Mais rien de tout ça a pu fonctionner pour remonter dans les sondages. Dans le dernier Palace Data, justement, mais parce que c'est le sondage le plus récent au moment où on se parle, mais qui est conforme à d'autres sondages qu'on a pu voir dans les dernières semaines, derniers mois, bien, la CAQ est vraiment en dernière place dans le Palace Data en égalité avec Québec solidaire, avec 11 % d'appui. François Legault, pendant longtemps, disait qu'il y avait certains critères qu'il allait tenir en compte pour savoir jusqu'à quand qu'il allait rester en politique comme chef de parti, comme premier ministre. Un de ces critères-là était justement l'appui, qu'il allait ressentir de la part des Québécoises et Québécois. Bien, c'est assez clair maintenant qu'il n'a plus cet appui-là. Et là, ben, puisqu'on se dirige justement, puisqu'on est en année électorale, c'était pas mal là les derniers moments où il pouvait encore quitter, que quelqu'un d'autre prenne sa place et puisse espérer remonter un peu dans les sondages. Beaucoup de députés caquistes eux-mêmes disaient, surtout à l'interne, mais parfois même sur la place publique, qu'ils voulaient qu'il y ait un changement de chef parce qu'eux aussi voient les élections, voient la fin de leur mandat, voient la perte de leur emploi. Et on sentait que François Legault n'était plus capable de diriger ses troupes. On l'a vu dans les dernières semaines avec certaines démissions au sein de son caucus, même des ministres de premier rang qui sont partis. Christian Dubé, par exemple, en étant un exemple. Lionel Carman aussi, sur la question avec des désaccords sur la question de la loi 2 concernant les médecins. Donc, avec tout ça, c'était pratiquement inévitable que François Legault devait quitter, ou en tout cas, s'il veut espérer qu'il y ait encore des députés caquistes après les prochaines élections, ce qui devient maintenant l'objectif du parti, de la CAQ, juste rester en vie, qu'il y ait des députés, ben, ça prend quelqu'un d'autre que François Legault. Le message semblait assez clair de la part de la population. La CAQ va annoncer des règles pour une course à la chefferie. Des gens vont annoncer leur candidature, du moins on l'espère, on le souhaite pour la CAQ. Il y aura une course à la chefferie ou il y aura un couronnement, on verra bien. Et donc, d'ici à ce que tout cela se passe, les choses continuent à fonctionner normalement. Le gouvernement fonctionne évidemment. François Legault est premier ministre. Les députés
continuent à faire leur travail aussi, tant en circonscription électorale qu'en Chambre. François Legault n'a pas annoncé à ce moment-ci de prorogation du Parlement, donc de suspendre les travaux du Parlement, comme Justin Trudeau l'avait fait il y a un an dans des circonstances très similaires. Et lorsqu'il y aura un chef caquiste aussi, cette personne-là va devenir automatiquement première ou premier ministre du Québec. Et c'est cette personne-là qui va pouvoir décider après ça, soit de déclencher des élections, de demander à la lieutenant-gouverneur de déclencher des élections, ou d'attendre encore jusqu'à cet automne. C'est toujours des discussions à prendre en compte, là, plusieurs éléments. Pour prendre ce genre de décision-là, on aura l'occasion de s'en reparler rendu là. Mais donc, pour l'instant, les choses continuent à fonctionner. Jusqu'à temps, au ralenti, on peut imaginer, jusqu'à temps que la nouvelle personne arrive, qui va pouvoir devenir automatiquement premier ou première ministre, mais potentiellement juste pour quelques semaines, quelques mois. C'est ce qui peut arriver dans ce genre de circonstances-là. Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Le mois de l'histoire des Noirs dans la Nodière approche à grands pas et aura lieu au mois de février. Et pour discuter de la programmation 2026, je reçois Gerda Amazan, porte-parole de cette édition. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Lantier. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à saluer de façon spécifique et spéciale les auditeurs et les auditrices de l'émission Le Bulletin. Merci beaucoup de votre passage aujourd'hui en studio et j'aimerais qu'on commence en parlant de la mission du mois de l'histoire des Noirs dans la Nodière. Alors, pour parler de la mission, d'abord, il faut que je vous dise que le mois d'histoire des Noirs dans la Nodière, c'est porté par la table. Alors, c'est la table du mois de l'histoire des Noirs qui regroupe environ une dizaine d'organismes dans la Nodière. Et vraiment, la mission, c'est de promouvoir l'inclusion, c'est de travailler sur la diversité, c'est de donner une place de reconnaissance à la communauté noire, afrodescendante, qui a pu contribuer dans notre communauté. Alors, pour faire ça, on choisit un mois, c'est un symbolisme très fort pour les afro-descendants, particulièrement avec toute l'histoire de l'esclavage que vous connaissez, puisque c'est un mouvement qui avait pris naissance en 1926 aux États-Unis, ensuite qui a eu une reconnaissance ici, aussi en 1995, grâce à l'intervention de la sénatrice Jean Augustine, une femme, la première femme noire qui a été élue. Alors, c'est très fort et chaque mois de février, à travers plusieurs plateformes, que ce soit ici à la Nodière, à Montréal ou ailleurs au Québec et dans plusieurs autres pays, on fête le mois d'histoire des Noirs. Alors pour nous, avec cette mission, avec la table, c'est vraiment mettre en évidence les actions, les réalisations et la contribution de la communauté afrodescendante ici à la Nodière. Et vous allez avoir une panoplie d'activités durant le mois de février. J'aimerais qu'on en parle de ces activités-là. Alors, les activités sont multiples, parce qu'il faut savoir que quand on parle d'une communauté, ça veut dire qu'on intervient, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans des activités ludiques. Alors, cette année, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir des activités comme la projection de films, qui est extrêmement intéressant. C'est fait par une réalisatrice qui est d'origine haïtienne, qui va parler justement du parcours historique de l'histoire des Noirs, qui, comme on l'a bien
nommé. Le nom de ce film-là, c'est super intéressant puisque c'est L'Afrique, berceau de l'humanité par Benita Jacques, qui est la réalisatrice. On va avoir aussi des panels de discussion. On va avoir une activité familiale. Je pense que ça va être assez intéressant puisqu'il va y avoir des ateliers interactifs pour la famille. On va avoir également tout ce qui a trait à la question de musique, la danse et surtout, une activité de kermesse. Alors ça, c'est une autre surprise. Et il va y avoir un lancement qui va s'effectuer à Terrebonne le 1er février. C'est ça. C'est toujours 2 activités phares pour la table qui coordonne. Il va y avoir le lancement le 1er février. On vous attend parce que c'est sur le site Internet. Et la clôture va se faire à Joliette, qui sera le 28 février. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'activités sur le site Internet. Vous allez voir que ce soit à Repentigny et autres places où les organismes, d'une façon autonome, vont commencer à faire leurs activités en fonction de la programmation. Et donc, on le rappelle aux gens, là, il reste une trentaine de secondes à l'entrevue, mais c'est très important d'aller sur le site Internet et les gens vont avoir accès à l'ensemble de la programmation et l'information nécessaire pour s'inscrire. Est-ce qu'il y a des activités payantes, d'autres gratuites? Très peu payant. Sinon, tout est gratuit, mais je vous dis, le vivre ensemble commence par ça. Et c'est exactement la mission aussi de cette table-là. C'est comment collectivement on peut se connaître notre histoire, travailler ensemble, partager. Ce n'est pas uniquement pour les afrodescendants, c'est pour toute la communauté qui vit ici à la Naudière pour pouvoir parler de notre histoire parce que les Noirs ont déjà 400 ans d'histoire ici au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de votre passage en studio et on vous souhaite un excellent mois de l'histoire des Noirs. Merci. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien. J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de guerre, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, ce spectacle, je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Dans les dernières semaines, la Ville de Terrebonne a procédé au dévoilement et à l'adoption de son plus récent budget. Afin de discuter des grandes lignes de celui-ci, j'ai pu m'entretenir avec le maire de la Ville ainsi que le directeur général de la Ville. On les écoute. Bien, il y a un petit peu de continuité, évidemment, tu as raison de le mentionner. Donc, quand c'est la même équipe qui est là d'un mandat à l'autre, évidemment, il y a des orientations qui se poursuivent. L'année dernière, on était beaucoup dans les infrastructures. On continue cette année donc à investir au niveau donc, de notre capacité, au niveau de la ville, à moderniser nos aqueducs, nos tuyaux, nos bassins de rétention, nos stations de pompage, puis autres bâtiments qui ont besoin un peu d'amour au cours des prochaines années, puis tout en continuant la croissance de la ville. En même temps aussi, ça emmène toujours un petit peu de nouveauté parce qu'on fait face aussi à des réalités qui évoluent au fil du temps. Donc, dans le budget actuel, vous allez voir qu'on met beaucoup d'importance sur la saine gestion des finances publiques, l'importance de payer davantage en argent comptant certaines immobilisations à la Ville de Terrebonne plutôt que d'emprunter pour les années subséquentes. Puis que, donc, à cet effet-là, on essaie aussi de limiter l'embauche de nouveaux employés sans tomber dans le piège du gel unilatéral. C'est certain que le plus important, le conseil de ville vous dira que c'est le steak blé dingue patate. Je pense qu'on peut
rêver à des Jeux du Québec, on peut faire des festivals, on peut essayer de moderniser notre équipement d'innovation et de technologie à la Ville de Terrebonne, mais il faut que le service de base aux citoyens soit respecté. Il faut que lorsqu'on ramasse les vidanges, il y ait moins de retard. Il faut que lorsque les citoyens ont des questions, il y ait quelqu'un au bout du fil pour leur répondre. Il faut être capable d'avoir accès à de l'eau potable, puis avoir accès à des services à la Ville de Terrebonne qui fait que son développement est possible. Alors là-dessus, je pense que tout ce qui est le socle de services de base, c'est la priorité du Conseil de ville. C'est ce qui nous permet, une fois que le socle est solide, de pouvoir rêver à d'autres projets, à d'autres initiatives. Et donc, c'est là-dessus qu'on veut mettre les plus gros postes budgétaires là, au cours des prochaines années. Il faut être agile en politique parce qu'il y a toujours des éléments qui arrivent de part et autre. Vous avez vu, par exemple, en 2024, on a eu l'ouragan Déby. L'année d'avant, c'était des nouvelles positives, mais quand même, un 350e, quand ça arrive dans une année budgétaire, il y a un peu plus de prévisibilité, mais reste qu'il faut quand même l'adapter. On va être en attente, par exemple, en 2026, de savoir est-ce que Terrebonne va être la ville hôte ou non des Jeux du Québec d'été 2029. Si jamais on est retenu, il va falloir de l'agilité parce qu'on va repositionner certaines choses pour bien accueillir les jeunes Québécois et Québécoises de toutes les régions du Québec qui vont venir compétitionner chez nous lors de cet été. Alors oui, ça demande un peu de flexibilité, puis c'est ce qui est bien à la Ville de Terrebonne, c'est qu'on développe cette agilité. Nous, on doit s'assurer d'avoir un bon équilibre, puis les villes ne peuvent pas faire de déficit. Donc, on doit assurer cet équilibre-là. C'est ce qu'on a réussi à faire également, et en limitant aussi l'augmentation de taxes, donc qui est à 2,94 % pour la maison moyenne en 2026. Donc, un 2 % qui est vraiment la taxe foncière et un 0,94 % qu'on va investir dans le fonds bleu pour assurer une agilité, pour intervenir et assurer la résilience municipale face aux inondations, par exemple. Le rôle qui se termine en 2025 avait augmenté d'environ 50 %. Donc, la valeur des maisons avait donc augmenté de 50 %. Le prochain rôle, donc 26 à 28, c'est une augmentation de 22 % à peu près en moyenne. Nous, on étale l'augmentation sur 3 ans, ce qui fait en sorte que donc c'est à peu près 7 % là, par année là, que les gens voient comme rôle puis impact là, sur leur compte de taxes. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important. Et puis, à partir de l'année prochaine aussi, nous allons commencer à constituer une équipe pour être autonome là, dans toute la question du rôle foncier. Donc, on travaille ça avec la Fédération québécoise des municipalités. On a vécu des situations où, effectivement, on a eu des incidents majeurs dans certains parcs de la Ville de Terrebonne. On s'en est peut-être pas rendu compte de façon, comment je pourrais dire, immédiate au cours des dernières années, mais je pense qu'on a délaissé un peu la surveillance de nos parcs. On a, comment je pourrais dire, déjà eu par le passé recours à des firmes de compagnies privées pour venir faire des inspections dans certains lieux publics de la Ville de Terrebonne. On a déjà eu aussi ce qu'on appelle des appariteurs concierges. On a déjà eu des surveillants de parc à la Ville de Terrebonne qui étaient dans nos chalets de parc. Ce n'est pas des policiers, ils ne sont pas armés de teaser gun ou de poivre de Cayenne, mais lorsqu'il y avait des incidents, ils pouvaient appeler la police pour venir régler la situation. Là, aujourd'hui, toute la pression est sur le corps policier de Terrebonne. Puis Terrebonne grandit, puis Terrebonne est rendue une grande ville. Puis avec ça vient aussi toutes les réalités des grandes villes du Québec, notamment en matière de sécurité. Donc, on est en train de réfléchir à la Ville de Terrebonne à essayer de donner des meilleurs outils à nos corps de police pour être capables d'assurer la sécurité, puis redonner confiance aussi à la population que nos lieux publics sont des endroits sécuritaires et des environnements, comment je pourrais dire, fréquentables, peu importe l'heure de la journée. Et donc, il y a des nouvelles caméras de surveillance, des politiques de gestion de données personnelles qui seront mises en place au cours des prochaines semaines pour accentuer cette volonté du Conseil de ville de vouloir améliorer la sécurité publique sur notre territoire. Il y a une hausse de contribution pour Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'Association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message.
Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Le CES de Las Vegas s'est tenu la semaine dernière et cette année encore, l'intelligence artificielle s'impose comme l'un des grands thèmes pour comprendre ce que ça signifie, oui, concrètement pour les entreprises d'ici. Notre journaliste Naila Hood a rencontré des experts d'Inédit, un centre de recherche spécialisé situé au cégep de la Naudière à Terrebonne. Naila, qu'est-ce qu'ils retiennent des grandes tendances et comment on s'y retrouve concrètement? Oui, l'objectif, c'est d'aller au-delà des annonces et des démonstrations du CES, qui est le Consumer Electronics Show, qui en était à sa 59e édition cette année. Puis pour comprendre comment ces tendances-là se traduisent ici, donc le développement des produits, les services et les décisions d'affaires, les experts d'Inédit rappellent que la technologie progresse vite, mais que l'enjeu, c'est l'utilité réelle de ces produits-là et la réponse aux besoins. Donc j'ai rencontré Julie Descormier et David Duguay, experts chez Inédit, au cégep de la Naudière à Terrebonne. Puis ils expliquent là, que l'IA change déjà et pourquoi il faut rester prudent envers cette IA avant d'adopter une nouvelle technologie. On peut les écouter. Évidemment, l'intelligence artificielle va s'inviter dans la vie des gens, pas juste chez les consommateurs, mais dans toutes les entreprises, les manufacturières, tous les clients, ça va s'intégrer dans toutes les sphères. Donc, c'est un peu ce qu'on voit comme tendance. Je dirais d'être prudent et patient. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des produits qui sont intéressants puis qui intègrent l'intelligence artificielle que c'est vraiment utile puis que ça répond vraiment à leurs besoins. Donc, d'observer, de continuer d'emmagasiner l'information puis d'être judicieux puis peut-être d'aller chercher conseil auprès d'experts pour savoir. On a déjà vu plus dans le commercial ou l'industriel que la technologie rentre vraiment très rapidement. On est beaucoup en changement. Puis là, ce qu'on voit aussi, c'est que ça va rentrer chez les consommateurs directement. Donc, la technologie, là, est omniprésente dans nos vies. Et ça va être un changement perpétuel, c'est-à-dire que la technologie, elle avance tout le temps. Puis, ce qu'on se pose comme question en tant que centre de recherche et développement, c'est est-ce que cette technologie-là, on va être capable de la suivre comme humain? Puis, est-ce que c'est souhaitable de la suivre comme humain? Parce qu'elle est toujours en obsolescence. Obsolescence veut dire résidu, donc on a un problème de durabilité, d'écologie. Est-ce qu'on améliore toujours la vie des gens? Est-ce qu'on répond aux besoins ou on leur crée des besoins? Et Naila, au-delà de ces grosses annonces, qu'est-ce qu'on doit retenir des nouvelles technologies? Eh bien que le message, c'est que on entre dans une période où l'IA va s'intégrer partout, puis il faut éviter de courir après chaque nouveauté là, juste parce que c'est la tendance, juste parce que c'est la nouveauté. Donc, eux, comme centre de recherche, ils ramènent toujours ça à des questions très simples, à savoir est-ce qu'on répond vraiment à un besoin? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui va améliorer? Est-ce que c'est vraiment l'expérience des gens? Donc, c'est surtout pour les entreprises d'ici. L'idée, c'est de ne pas être seul devant tout ça, d'avoir des gens qui vont venir aider, comme des experts qui peuvent aider à structurer un projet et éviter là, de dépenser pour quelque chose qui ne servirait pas. Et on peut continuer à les écouter. Ils nous en parlent un peu plus à propos de ça. Nous, on conseille, on développe, puis on forme. Donc, une entreprise vient nous voir avec son idée. Elle peut ne rien connaître en réalité virtuelle. Nous, on a une équipe qui va l'épauler dans son projet pour faire avancer son idée, son concept. Puis, on va la former à utiliser les équipements. On va la conseiller sur quel équipement choisir. Et on peut juste parler de stratégie, de positionnement sur le marché, de est-ce qu'on répond vraiment aux besoins de l'utilisateur? Comment on peut répondre aux besoins? Donc, toute cette micro-étape-là, on peut le faire. Le client, il arrive avec une idée un petit peu plus poussée, on peut faire juste du prototypage pour lui. Donc, il y a
plusieurs étapes dans le cursus d'innovation qu'on peut faire, mais on peut partir de l'idée jusqu'à la pré-commercialisation. On peut former les gens aussi en éco-conception, en prototypage rapide. On est vraiment une porte d'entrée pour tout ce qui est innovation. Par exemple, si vous avez un produit en développement comme une chaise qui serait adaptée à des personnes âgées, puis utilisée aussi par un préposé aux bénéficiaires, par exemple, dans une résidence pour personnes âgées, bien, vous voulez que ce produit-là soit le mieux adapté possible à ces deux types d'utilisateurs-là. Peut-être que la personne âgée est une mobilité réduite, faculté cognitive réduite, etc. Donc, il faut se mettre dans la peau de ces utilisateurs-là pour développer ce produit-là qui est essentiellement une innovation. Donc, ça, c'est quelque chose de spécifique, disons, développer un produit. Un autre besoin, ça pourrait être de formation. Par exemple, j'ai une machine, une plieuse ou une plaqueuse, par exemple, en ébénisterie, puis je suis dans un centre de formation professionnelle, puis j'ai besoin de former des étudiants à au moins une prise en main de la machine. Même chose dans une industrie ou une entreprise manufacturière. Bien, comment je fais pour maximiser le temps d'accès? Il existe juste une machine, elle coûte extrêmement cher, on peut la briser, elle peut se blesser. Bien, on peut avoir des solutions virtuelles, par exemple, où on va pouvoir faire tout ça, acquérir les compétences de base, puis pour ensuite aller plus loin, donner confiance, mais aussi rendre ça plus sécuritaire. Autant dans des programmes pédagogiques comme dans des centres de formation professionnelle que dans des entreprises qui ont énormément de besoins de formation également. Bref, là, ce qu'il faut retenir, c'est que la nouvelle technologie, ça avance super vite et que l'innovation utile, ça se planifie. C'est quelque chose qu'on peut planifier sur le long terme. Et ici, dans la Naudière, il y a des ressources concrètes comme Inédit qui peuvent aider ces entreprises-là pour accompagner leur démarche, leurs projets. Ça peut être autant avec les écoles ou avec des projets plus personnels qui visent une clientèle spécifique, comme l'accessibilité, la santé et ou la formation. Puis eux, ils me disaient qu'ils avaient aidé plus de 60 d'entreprises et qu'il y a même des étudiants du cégep et d'ailleurs qui viennent les aider chez Inédit. Merci beaucoup, Naila. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, faites consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.